vais démarrer donc ce petit déjeuner Tilium avec le témoignage de BPCE Assurance. Donc tout d'abord, je voulais remercier BPCE de sa présence ce matin et qui va nous faire un retour d'expérience de la mise en place de la Customer Data Platform de Tilium. L'agenda, on va aller assez vite. Je vais vous faire une présentation très rapide de Tilium, parce qu'il y en a un certain nombre de vous qui nous connaissent, et peut-être que certains ne nous connaissent pas. Ensuite, moi, je ferai une conférence pour expliquer comment, avec une Customer Data Platform qui est en temps réel, comment on peut sculpter une expérience multicanale parfaite pour faire de l'hyper-personnalisation. Donc, je me présente rapidement. Je suis Pascal Morvan, je suis Senior Solution Consultant chez Tilium depuis maintenant 9 ans. Ensuite, eh bien, je passerai la parole à Nofel Gouli, qui est le directeur général délégué de BPCE Assurance 2 personnes, et qui nous parlera justement de comment accélérer l'engagement client chez BPCE, sa stratégie de personnalisation, comment la collaboration, la mesure de performance et autres. Et puis après, on aura ce qu'on appelle un café networking. On tournera dans la salle pour pouvoir échanger entre nous. Donc, sculpter l'expérience multicanale parfaite avec l'hyper-personnalisation. Juste un mot, la vocation de Tilium, on dit souvent, c'est que Tilium aide à connecter vos données pour que vous puissiez vous connecter avec vos clients. Alors, c'est beau de se dire, voilà, j'ai plein de données, mais comment je les utilise pour se connecter correctement? C'est une plateforme de gestion de données clients temps réel. Ça, c'est un point important parce qu'il y a de nombreux use cases qui nécessitent d'être full temps réel. Quand on parle de temps réel, c'est du milliseconde, c'est pas des minutes ou des heures. On est agnostique, agile, etc. Le but de cette plateforme, c'est d'améliorer l'expérience client pour tous les types de données et surtout tous les types de use cases, que ce soit pour faire de l'acquisition, de la conversion, de la fidélisation. En gros, la plateforme Tilium, elle se décompose dans un certain nombre de briques, d'accord? La première brique, c'est tout ce qui est lié à la collecte de la donnée. Comment on va pouvoir collecter, bien sûr, de la donnée digitale, mais aussi de la donnée offline, de la donnée qui provient de vos systèmes d'information. Toute cette collecte de données, elle s'appuie ensuite sur un deuxième pilier qui est important, qui est ce qu'on appelle la standardisation de la donnée qui est collectée. Pourquoi standardiser en amont? Il y a beaucoup de sociétés qui envoient plein de données, alors je veux dire par exemple dans un data lake, puis après passent énormément de temps à essayer de réconcilier, retravailler la donnée, etc. Et donc nous, l'idée, c'est de dire, identifions, standardisons, unifions ces données dès la collecte. Un point important, on voit qu'il y a un petit cadenas sur le consentement, tout ça aussi dans le respect des consentements qui sont donnés par vos clients sur la collecte et l'usage de cette donnée. Ensuite, la CDP qui est au cœur du système, qui va vous permettre de transformer, d'enrichir et de réconcilier les différents visiteurs pour pouvoir ensuite définir différents types de use cases et de scénarios pour activer cette donnée et être capable d'envoyer cette donnée en temps réel vers tout votre écosystème AdTech ou MarTech, que ce soit bien sûr des solutions d'emailing, du SEO, sur les réseaux sociaux, faire du push mobile, etc., etc. Donc voilà, très rapidement, comment on positionne l'offre Tilium. L'idée de ma présentation, c'est de dire comment on peut captiver le public en un clin d'œil. Ça, c'est la directrice marketing de Tilium qui avait fait cette présentation. Alors, je garde ces mots. Pour elle, c'est l'utilisation d'une CDP, donc du Customer Data Platform, en temps réel pour satisfaire les clients, stimuler la croissance et réduire les coûts. Je vais parler de 4 grands piliers. Comment on va pouvoir captiver ce public, vos visiteurs, etc., vos clients. C'est comment on peut créer des moments qui comptent. Parce qu'on sait que dans un processus, il y a souvent des moments des charnières où le client peut transformer beaucoup plus rapidement qu'à d'autres moments. Deuxième pilier, c'est l'utilisation d'une CDP en temps réel pour collecter et activer l'ensemble de vos données. Troisième point, c'est vrai que quand on lance un projet de Customer Data Platform, nous on insiste beaucoup sur il faut définir clairement les cas d'usage. Comment vous voulez utiliser et quel cas d'usage vous voulez déployer dans la CDP. Et puis ensuite, un quatrième pilier sur lequel je rentrerai en détail, c'est il faut vous concentrer sur les équipes et les processus. Parce que la data, elle appartient à beaucoup de monde dans vos équipes. Il y a plein d'équipes, la sécurité, l'IT, le marketing et autres. Et comment vous devez travailler.
On est tous ici présents parce que c'est vrai qu'on a tous la volonté d'offrir ce qu'on appelle une expérience client. On parle beaucoup, l'expérience client, l'UX, etc. On veut tous offrir une bonne expérience. Mais j'aime bien toujours commencer par quelques statistiques, d'accord ? Comme comment on peut proposer une bonne customer experience qui est forcément bonne pour votre business, parce que c'est l'objectif, comme je disais tout à l'heure, c'est de l'acquisition, de la conversion, de la fidélisation. Et j'ai pris deux petits chiffres qui sont les suivants. Le premier, c'est 60%, d'accord, estiment des bénéfices plus élevés pour les marques qui sont centrées sur le client et qui se concentrent sur l'expérience client. Le deuxième qui avait été fait par PwC, c'est que 73% des clients déclarent désormais que l'expérience client est la première chose à prendre en compte lorsqu'ils décident d'acheter ou non auprès d'une entreprise. Et ça, c'est des chiffres importants qu'on doit retenir. Ensuite, par rapport à ça, et donc, qu'est-ce qui définit une bonne expérience client? Et surtout, comment faire pour y parvenir de manière cohérente? Parce que vous avez un certain nombre de clients. Globalement, je synthétise une excellente expérience client, eh bien, elle est prévue et attendue. Mais elle est attendue quand? Avec un bon timing, au bon moment, comme on dit, toujours, comment je vais pousser des offres, des messages, etc. Il faut de la pertinence. La pertinence, c'est forcément bien connaître son client pour lui adresser le bon message. Il ne suffit pas d'être dans le bon timing, mais quel bon message. Et le troisième point, c'est la confiance. On parle beaucoup de cette confiance. La confiance numérique, c'est le respect des consentements, c'est etc. Et donc forcément donner confiance à l'utilisateur, au visiteur, pour lui permettre d'avoir cette excellence Customer Platform. La première chose, le premier point, c'est pour cette expérience client réussie, il faut déjà des données clients. Alors, il faut des données clientes complètes, fiables et en temps réel. Donc ça semble simple de se dire ça, complète, parce que j'en ai partout dans mon système d'information, on parle beaucoup des silos, etc. Il faut qu'elle soit fiable, donc de qualité, et puis ensuite, il faut que je puisse l'utiliser en temps réel. Alors souvent on dit, qu'est-ce qui se passe lorsque l'expérience client n'est pas vraiment temps réel? C'est toujours pareil, petites images américaines, ils disent, c'est comme un jour de pluie, le jour de notre mariage. Voilà. On s'attend pas, on veut tous, quand on se marie, qu'il fasse beau, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et donc, on dit, les données en temps réel, le temps réel, je parlais, c'est du milliseconde, et c'est important dans tous les cas d'utilisation, par exemple, tel que l'impact de la météo sur un voyage, ou un événement, un centre d'appel, de la personnalisation de la première page. On doit être capable d'utiliser toutes ces données en temps réel. Ensuite, le deuxième point, qui est, souvent, on lance des use cases, on fait, par exemple, du média, et je dis, c'est souvent une entrée gratuite quand vous avez déjà payé. Je viens d'acheter, d'accord? Et si en temps réel, je ne dis pas à mon système de display, aux réseaux sociaux, arrête de communiquer, vous dépensez, c'est comme si je repayais le client pour qu'il revienne alors qu'il a déjà acheté le produit. Ça peut être aussi d'être capable de supprimer une offre de remise parce que le client a déjà aussi acheté quelques secondes auparavant. Mais tout ça, je le dis et je le répète, c'est tout simplement aussi en tenant compte de tout ce qui est lié à GDPR, donc la sécurité, etc., la confiance, la confidentialité, de où sont collectées les données en temps réel, et puis comment on va utiliser ces consentements tout au long du parcours du client. Parce qu'on en a besoin pour collecter, on en a besoin pour activer, etc., etc. Alors, comment offrir ces moments personnalisés qui vont compter pour vos clients? Alors, la bonne recette, c'est quoi? On disait tout à l'heure, c'est collecter et activer les données clients en temps réel. Okay. Le deuxième, c'est dans les processus, c'est d'identifier les principaux cas d'utilisation. Comment on va utiliser cette donnée, pour quel usage et quel use case? Troisième grande, je dirais, pour une bonne recette, c'est les équipes. Donc, c'est disposer d'un centre d'excellence pour toutes ces données clients. Parce que je disais tout à l'heure, la donnée client, elle est éparpillée dans un certain nombre de services, etc., ou d'activités. Et si on n'a pas ce centre d'excellence qui va piloter la donnée, forcément, on ne va pas y arriver. Alors, le principe, c'était de dire, on va d'abord activer les données, des données plus riches et plus rapidement. Ça, c'est le principe de la Customer Data Platform. Et pour ça, le facteur numéro 1, pour offrir ces moments qui comptent et d'avoir, je disais tout à l'heure, la bonne donnée livrée en temps réel
pour ensuite être capable d'être utilisé sur l'ensemble des canaux. Ça, c'est un autre point qui est important par rapport à la data. J'ai souvent, l'entreprise est plus dynamique que jamais. Hein. Vous êtes de plus en plus dynamique, mais les données, elles doivent suivre votre rythme. Pourquoi? Parce que du côté business, vous avez plein de facteurs, d'accord? Il y a d'un côté la demande du business, de l'autre côté, il y a des facteurs du marché, mais entre tout ça, c'est comment vous avez des objectifs de réduire les coûts, de créer une très bonne customer experience, vous voulez augmenter l'efficacité, vous voulez diminuer les risques, il faut voir l'obsolescence des données, d'accord? Parce que si je travaille sur de la donnée qui est trop ancienne, elle n'a pas plus forcément la même valeur. Il y a les attentes des acheteurs, les évolutions technologiques. Vous mettez de plus en plus de technologies en place dans vos systèmes d'information. Et puis, tout ça a aussi faire en sorte qu'on n'augmente pas trop les coûts d'utilisation de ces données. Pourquoi une Customer Data Platform en temps réel est intéressante? Là, si on regarde sur ce slide, ce que je voulais expliquer, c'est d'éviter tout ce qui est processus manuel. Aujourd'hui, on collecte de la donnée, donc j'ai mes fameuses Customer Data Sources, hein, le web, des apps, mon système d'information, mon call center et autres. Et puis, derrière, j'envoie cette donnée dans différents systèmes, dans le CRM, dans l'analytics, dans le marketing automation, sur les réseaux sociaux, dans un dataware. Mais souvent, ce que vous êtes obligé de faire dans les processus manuels, il y en a plusieurs. Le premier point bloquant, d'accord, pour proposer cette expérience client et l'hyper-personnalisation, c'est que vous êtes obligé de réconcilier l'ensemble de ces données. Donc, c'est souvent un processus manuel, il faut réconcilier, créer des liens entre ces différentes données. Un deuxième grand sujet, c'est ce qu'on appelle la résolution d'identité. Pourquoi? Parce qu'un utilisateur, il a souvent de multiples ID. J'ai peut-être une adresse mail, mais j'ai un numéro de client, j'ai des numéros de contrat, j'ai un numéro de mobile, j'ai toute une série d'ID, j'ai aussi un Google ID, un Facebook ID et autres. Comment je fais en sorte d'avoir cette vision temps réel qu'à chaque interaction, comment je vais réconcilier? Et souvent, c'est des processus manuels dans les entreprises, alors que la CDP va vous permettre de traiter tout ça en temps réel. Troisième point, on dit appliquer des règles métiers. Quand je dis appliquer des règles métiers, c'est créer des segments, c'est créer des audiences, c'est créer des offres pour chacun de ses clients. Et là, souvent, c'est pareil, c'est des processus manuels où on dit, tiens, va me chercher tous les clients qui sont comme ci, qui ont fait ci, qui n'ont pas fait ça, mais je crée plus sous une logique de batch où je vais sélectionner toute une série de clients. Ça nécessite aussi de faire ce que j'explique, d'exécuter des requêtes. En gros, c'est des programmes qui ont été développés par l'IT, qui permettent de créer ces audiences, les profils, etc. Mais c'est un processus, mais donc on n'est pas du tout le temps réel. Et puis, le troisième point, c'est quand on stocke toutes ces données dans différents systèmes, comment il faut, pareil, appliquer tout ce qui est lié à la confidentialité et au consentement de l'utilisateur. Parce que j'ai peut-être collecté, mais j'ai peut-être pas le droit de l'utiliser. Ça, c'est pareil, si vous stockez ça, je veux dire, par exemple, dans un data warehouse ou peu importe le système, il va falloir mettre en place tous les processus pour pouvoir le faire, alors que c'est nativement une fonctionnalité de la CDP. Pour pouvoir proposer cette expérience, l'hyper-personnalisation, vous savez très bien que vous avez de la donnée un peu partout. Vous allez dans les marketing cloud, dans les dataware, sur le website, dans le CRM, le marketing, le social, etc., etc. Et donc, l'idée de la CDP, c'est quoi? L'idée de la CDP, c'est relativement simple, c'est de se dire, j'ai des sources de données, j'ai des data, okay. Elles proviennent d'un certain nombre de systèmes, et puis ensuite, dans la CDP, c'est de se dire, je vais unifier la vue de mes visiteurs, de mes clients, pour pouvoir en créer des profils, des segments, peu importe comment on les nomme, pour ensuite déterminer ce qu'on appelle des audiences, et de ces audiences, de dire comment je vais activer cette audience et vers quel système je veux pouvoir communiquer avec système. Que ce soit de l'advertising, que ce soit vers des solutions de CRM, de call center, d'expérience client, etc. On a aujourd'hui un peu plus de 1300 intégrations. Là, je n'ai que 4 logos, mais imaginez bien qu'on est capable de travailler avec toutes ces solutions. Et principalement, c'est qu'est-ce que vous attendez de cette activation?
Sur l'activation, ce que vous attendez, c'est une augmentation du ROAS, c'est augmenter l'engagement, c'est augmenter la confiance du client, et puis c'est surtout avoir un time to market ou un engagement client qui soit le plus rapide possible. Quand on dit tout est dans le timing, il y a des statistiques qui disent que le taux de conversion sont 8 fois plus élevés dans les 5 premières minutes. Alors là, on ne parle pas de temps réel, on dit dans les 5 premières minutes. Mais forcément, vous comprenez bien que le temps réel est quelque chose d'important. Si vous arriviez à réduire ce temps, okay, le temps de conversion peut être réduit de plus de 50%. Et donc forcément, vous allez mieux engager avec vos clients, vous allez mieux conclure avec ce client par rapport aux offres et aux produits que vous distribuez, et beaucoup plus rapidement que ce que vous ne faites aujourd'hui. Celui-là, je voulais le passer. Ensuite, le deuxième point que j'évoquais tout à l'heure, c'est les bons cas d'usage. Il faut définir les cas d'usage que vous voulez déployer. Et pour ça, je vous en ai mis quelques-uns. D'accord ? C'est par exemple de dire comment je fais pour personnaliser l'expérience d'un client quand il appelle un call center. Aujourd'hui, c'est souvent le call center, c'est très anonyme. Hein. On appelle le call center et puis on vous pose plein de questions, et puis etc. Puis le conseiller essaye de vous répondre. Si j'ai collecté de la donnée de mon système d'information, je vais avoir ce profil. C'est, par exemple, quelles sont les campagnes auxquelles j'ai été soumis, quels sont mes centres d'intérêt, quels sont les produits que j'ai pu acheter, est-ce que j'ai converti online, offline, etc., etc., pour pouvoir ensuite créer ces audiences et envoyer aussi ces informations vers, par exemple, un centre d'appel. Pour personnaliser le message, j'ai eu un intérêt fort parce que j'ai calculé que j'ai été voir plusieurs fois tel type de produit, et ainsi de suite. Forcément, le conseiller qui est en face, si on lui fournit cette information, il va pouvoir mieux orienter les clients et donc augmenter la conversion vers le produit. Deuxième type de use case qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle la suppression de l'audience pour supprimer, par exemple, les gens qui achètent en magasin. Ça, c'est typique. Je suis un retailer, j'ai des magasins, je vends sur le web. Eh bien, si j'ai acheté en magasin, généralement, sur le web, on ne sait pas que j'ai acheté en magasin. Et donc, il faut forcément ramener cette information au sein de la Customer Data Platform pour pouvoir dire quels sont les produits, par exemple, que j'achète plus en ligne, quels sont les produits que j'achète plus en magasin, et puis avoir l'historique de ces achats pour pouvoir ensuite créer ce que j'appelle des affinités. J'ai une affinité, par exemple, j'en sais rien, avec des baskets ou avec des produits financiers ou avec des produits d'assurance et autres. Et puis, comment je vais pouvoir utiliser cette donnée pour se dire, à un moment donné, il achète en magasin ou il achète, on parlera tout à l'heure avec Nofel, quand on a un réseau bancaire, si je transforme, je prends une assurance vie avec mon conseiller, forcément, qu'est-ce que je dois faire ? En temps réel, je dois pouvoir dire, attends, j'arrête de faire du display, j'arrête de lui envoyer des emails, j'arrête de lui faire de la personnalisation, parce qu'il a transformé. Tout ce qui est lié aussi, on parle beaucoup, le risque d'attrition avec, par exemple, des campagnes de fidélisation. Là, de la même façon, c'est de bien comprendre quelle est, par exemple, la lifetime value du visiteur, du client. Est-ce qu'il fait des achats récurrents tous les mois ? Est-ce qu'il a souscrit des services et autres ? Pour pouvoir ensuite utiliser une autre fonctionnalité qu'on appelle PredictML, qui est ce qu'on appelle une solution de machine learning. En gros, le machine learning va vous permettre très simplement de se dire quelle est la valeur de ce client et comment le machine learning va, on va dire, le scorer. En gros, un visiteur qui est un primo-visiteur, derrière, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on lance ce que j'appelle l'armada, on va faire du retargeting, du remarketing, etc. Mais quelle est la valeur de ce client ? Et est-ce que le machine learning va peut-être vous aider à calculer, par exemple, des pourcentages de chances à ce qu'il revienne sur votre site pour acheter dans les 3 prochains jours? Ou quel est le pourcentage à ce qu'il transforme, etc., etc. Et donc, en gros, le machine learning vous aide à vous poser des questions sur l'action que peut faire ce client par rapport à votre marque. Et de se dire, ce client-là, j'ai pas intérêt à le retargeter parce que sa valeur n'est pas suffisante par rapport aux autres clients que vous avez, toute l'analyse qui est faite par le machine learning. Et de là, de dire, est-ce que j'actionne ou est-ce que je n'actionne pas ? On avait parlé tout à l'heure, très important, d'accord, c'est tous ces scénarios que vous allez mettre en place, il faut bien sûr qu'ils soient
dans le respect de ce que j'appelle la gouvernance des données, hein, les données de consentement, comment eh bien, ces données, qui soient bien sûr les consentements digitaux, mais aussi tous les autres consentements que vous avez dans l'entreprise, est-ce que le client accepte qu'on lui téléphone, est-ce qu'il accepte de recevoir des emails, etc. Il y a plein de canaux de communication avec vos clients. Ben, il faut absolument utiliser tout ça dans la création des audiences pour dire, bah oui, bah, si j'ai le droit ou si j'ai pas le droit, bah, je lance l'action ou je ne lance pas l'action vers les différentes solutions. Les équipes, ça c'est, je disais tout à l'heure, c'est très important, c'est que bah il y a de multiples équipes. Alors là, je vois quelques membres de BPCE, hein, on a travaillé avec eux sur un certain nombre de choses, et c'est vrai qu'il y a plein d'équipes dans un projet. Et donc forcément, bah c'est quoi c'est impliquer les équipes. Il ne faut pas qu'un projet CDP soit mené par, on va dire, une entité ou un groupe. Pourquoi ? Parce que, il faut être propriétaire d'une équipe, d'accord ? Il faut avoir des représentants de différentes fonctions, donc des gens du média, des gens du numérique, des gens du tagage, de l'analytique, du cycle de vie client, etc. Il y a des aspects, il peut y avoir aussi des aspects juridiques, des aspects informatiques. Donc c'est bien, un projet, c'est la sélection des équipes. Deuxième point important dans la réussite d'un projet CDP, c'est de bien définir ses objectifs. Donc les objectifs, c'est bien, je disais tout à l'heure, c'est d'identifier les initiatives clés de l'entreprise et puis hiérarchiser les use cases. Généralement, quand on déploie la solution Tilium chez nos clients, on se dit pas, allez, tiens, j'ai 50 use cases et j'y vais et je déploie les 50 use cases en parallèle. Non, on commence par un use case, 2 use cases, 3 use cases, mais surtout aussi ce qui va être intéressant, c'est que chacun de ces use cases, c'est d'analyser le résultat de ce use case. Parce que on peut avoir de très bonnes idées, puis d'un seul coup, on se dit, bah tiens, mon use case, le ROI ou la conversion, elle est pas bonne. C'est pas l'outil qui est mauvais, c'est juste qu'on a peut-être mal défini ou qu'on a mal appréhendé les objectifs de tout ça. Et on le voit chez nos clients, souvent ils déploient des use cases, et en cours de route, quand ils commencent à voir que les résultats ne sont pas ceux qu'ils attendaient, parce qu'à chaque fois, ils définissent un objectif, de ce use case, j'attends telle progression ou telle diminution de coût, etc. C'est de se dire pourquoi ce use case ne remplit pas ou ne rend pas les chiffres attendus. Et souvent, c'est là où on est amené avec nos clients à se dire, attends, il faut changer un peu peut-être l'orientation, l'axe de ce use case, parce qu'il y a peut-être un critère qui n'a pas été pris en compte et qui était en fin de compte très important pour pouvoir atteindre ces objectifs. La communication, elle est clé. C'est important, il faut rendre en compte les progrès, présenter les résultats, l'impact pour l'entreprise, etc. Alors chez BPCE, on a mené différentes expériences de déploiement de la CDP dans différentes métiers, d'accord ? Et à chaque fois, toutes les semaines, on se faisait un comité de pilotage pour voir comment avançaient les différents use cases. Tous les mois, on se faisait une réunion pour voir justement le ROI qui était apporté par chacun de ces use cases, pour ensuite se dire est-ce qu'on doit l'adapter, pas l'adapter, et ainsi de suite. Et puis, le quatrième point, c'est, je disais tout à l'heure, on va déployer dans le temps, et il faut aussi arriver à ce que j'appelle planifier sur l'avenir. On démarre par un certain nombre de use cases, on met en place toutes les briques technologiques, la collecte, créer cette vision 360 d'un client, pour ensuite se dire mes use cases étant déployés, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais en déployer d'autres, mais il faut aussi penser à l'avenir, parce que un use case, il faut toujours se poser la question, se dire que j'ai besoin de données. Et donc si on n'a pas collecté la donnée qui pourrait être nécessaire à un prochain use case, je dis planifier l'avenir, c'est de se dire mes prochains use cases vont nécessiter peut-être de brancher une nouvelle source de données, ou de développer un nouveau connecteur avec un écosystème, un outil AdTech et MarTech. Et donc, il faut avoir cette vision dans le temps, d'accord ? Parce que le projet, il évolue, en tout cas chez nos clients, il évolue dans le temps, de jour en jour, de semaine en semaine. Je regarde là. Je suis pile poil dans les temps. Ce qu'il faut retenir, je disais donc, une bonne personnalisation, je dirais toujours commence par l'utilisation des données clients et des bonnes données clients, donc s'assurer de la qualité. Les CDP, ça aide les équipes à collecter, structurer, activer des données clients en temps réel. Et ça, c'est un point majeur. Et ensuite, ces données en temps réel peuvent faire la différence entre une bonne et une mauvaise customer experience.
vous êtes tous conscients que si vous n'avez pas la bonne donnée au bon moment en temps réel, bah oui, l'expérience client ne va pas être forcément à la hauteur de vos enjeux et de vos objectifs. Et puis, le dernier point, c'est la technologie, qui est pour moi la première étape. D'accord ? Donc, cette technologie qui est la Customer Data Platform, sans oublier à chaque fois, ce que je disais tout à l'heure, eh bien, l'ensemble, les rôles des équipes, les processus, y compris sur les cas d'utilisation, pour pouvoir faire du déploiement d'une Customer Data Platform un succès. Excusez-moi.